Bonjour Bénédicte. Bonjour Stéphane. Bénédicte, donc je vous le disais dans le sommaire, Bénédicte, elle était au COMEX de la SNCF. C'est ça. En charge du Transilien. Par exemple. On avait parlé ensemble de la gare de Clamart. Je me souviens très bien. Bénédicte. Je me suis doutée que vous habitiez à Clamart, que peut-être qu'il y avait des trucs avec la gare de Clamart. Et c'était un casse-tête, la gare de Clamart. Ouais. Il y avait le Grand Paris, le TGV, le truc, J'ai noté que vous aviez interviewé le président de la Société du Grand Paris, donc vous avez sans doute eu des retours. 2 heures avant qu'il se fasse virer. Le pauvre. Bon. Drôle d'histoire. Hein. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il était au courant au moment de l'interview. C'est une formidable... Alors allez voir ça. Formidable interview. On a parlé de tas de choses absolument passionnantes. Et donc, COMEX, en charge du Transilien. C'est quand on est en charge du Transilien, on manage combien de personnes, Bénédicte ? On va dire, grosso modo, 50 000 personnes. 50 000 personnes. Il y en a qui sont en direct, d'autres qui sont en indirect. Mais surtout, on a la responsabilité de 3 millions de voyageurs tous les jours. Et ça représente presque 10 fois le trafic du TGV. On n'en a pas conscience. Et puis, c'est des gens qui ont besoin du train pour aller bosser. Et on ne peut pas dire que ce soit super rigolo tous les jours. Pourquoi à un moment, tu dis j'en ai marre ? Alors si, tu le racontes très très bien d'ailleurs. Tu dis, ah oui, ben oui. Parce que cette histoire, elle va tous vous intéresser, les amis, si vous avez, on va dire autour de la cinquantaine. Voilà, on va dire ça. Très gentil, c'est-à-dire qu'il y a réorganisation de pouvoir au sein de la SNCF et tu te rends compte que tu vas être placardisé. Ouais, je me dis... T'as pas envie d'être placardisé. Je me dis qu'en fait, on va prendre beaucoup d'égards avec moi, parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie à la SNCF, mais que je vais me retrouver avec des trucs très inintéressants à faire. Et surtout, je vais perdre mon énergie, mon enthousiasme. Et je pense que les dirigeants qui perdent la niaque, c'est des poisons pour les entreprises. C'est des poisons pour les collaborateurs. Et je me souviens, jeune, avoir vu ça. Et je me suis rappelé de m'être dit, jamais, jamais. Et donc, quand je sens que ça va m'arriver, je me tire, pour dire les choses de manière crue. Je me tire et du coup, partant, je n'avais pas vraiment de plan organisé. Je me dis, qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans tes rêves les plus fous, puisque finalement, l'occasion t'est donnée. Et donc, je n'ai pas cherché un boulot pareil, parce que je pense que j'aurais eu du chagrin, en fait. J'ai eu du chagrin quand même de quitter la SNCF. Ouais, tu peux pas aller chez, j'en sais rien, Keolis, voilà, ou chez... Enfin... En fait, Keolis aurait pu, parce que c'est le groupe SNCF, mais quand même, j'aurais pas pu refaire une Transdev, autre... Voilà, j'aurais pas pu. Mais malgré toute l'amitié que j'ai pour les gens de Transdev... Ouais, non, mais je comprends ça. Je m'étais dit, il faut vraiment faire autre chose. Et quitte à faire autre chose, faisons un truc qui fait rêver, et voilà, et alors... Bon, comme tous les dirigeants, je m'étais fait mon petit safari en Silicon Valley pour découvrir le monde des startups. Mes enfants y travaillaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ton tour, ma fille, c'est à toi d'y aller. Voilà. Et donc, j'ai eu très envie de ça. J'allais dire quoi qu'il en coûte. Et tu rentres dans une start-up. Je vais te lire. Alors je vais lire le truc, les amis, parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Alors donc tu rentres dans la start-up le premier jour. Ça ressemble pas vraiment à des bureaux, plutôt un croisement entre une salle d'études et une location de vacances. Je comprends qu'il faut que je m'assoie là où je trouve de la place. Chaque table est encombrée par une forêt de câbles mélangés que l'on devine attachés tous au même Mac de chacun des membres de cette tribu bruyante. Mon Mac, je l'ai acheté la semaine dernière. Personne n'a pensé à me dire que les commandes CTRL-C et CTRL-V ne fonctionnaient pas et je n'ose pas demander de l'aide autour de moi de peur de déclencher un fou rire généralisé. J'adore. Et encore un autre extrait que j'aime encore plus. Donc de deuxième jour, troisième jour, je sais pas quoi. Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier ? Ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel, qui a fait un stage dans un grand groupe, comprenne de quoi il s'agit et m'indique le bureau de poste le plus proche. C'est un choc de culture totale. Oui, c'est un choc. Enfin, c'est 3 chocs, à vrai dire. Parce qu'il y a d'abord le choc grand groupe start-up. Ensuite, il y a le choc mon âge et les millennials. Ils ont tous l'âge de mes gosses. Et puis, il y a un troisième choc, et peut-être que je n'avais pas anticipé, et qui est le plus difficile, c'est que j'étais membre du COMEX, donc une sorte de statut de reine d'Angleterre, à qui il y a beaucoup de déférence envers... Et puis, d'un seul coup, je me retrouve salariée de base. Il n'y a plus de départ courrier. Il n'y a plus de départ courrier. Et puis, en fait, les slides, il faut se les taper soi-même. Et en fait, ce que je découvre, et je pense que c'est là que j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris, c'est que dans une vie professionnelle, au début, on fait les choses, ensuite, on les fait faire. Ensuite, on apprend les pouvoirs d'influence. Et puis un jour, on s'aperçoit, comme ça m'est arrivé, qu'on ne sait plus rien faire du tout. C'est-à-dire, ce que font les autres, on ne sait pas le faire. Et
Et pour moi, ça a été une vraie claque dans la figure. Et mais les slides, on s'en fout. non. Ok, moi non plus d'ailleurs. Oui, mais dans une start-up, on n'a pas les moyens d'avoir du taylorisme ou des tiroirs ou des silos. Donc en fait, chacun doit mettre la main à la pâte. Et donc du coup, Bénédicte, est-ce que tu peux faire des slides? Parce qu'il faut aller faire des présentations devant les clients. Parce qu'il faut les faire tout de suite et qu'on n'a pas, on va donc pas tayloriser le boulot. Et puis c'est bien normal. Et donc je me retrouve dans la situation de, en fait, pour faire court, tout ce que je savais faire n'était pas utile. Rien de ce que je savais faire n'était utile, pardon. Et en fait, ce que j'avais à faire, je ne savais pas le faire. Voilà. Et donc, ça a été un choc, mais vraiment important au départ. Alors, ce que je dois dire, c'est que la caractéristique de cet univers, c'est que les gens étaient extraordinairement bienveillants. Donc, ils m'ont appris, ils m'ont prise en main. J'ai pas dit tout ce que... Enfin, certains, quand ils ont lu ce que vous venez de lire, se sont dit « Waouh, elle était vraiment encore plus ignarde que ce qu'on avait imaginé. » Bon, mais contrôle-C, contrôle-V, absolument. Bon, mais quand même, moi, ça m'a fait vraiment un bien fou. J'ai beaucoup appris techniquement, de fait, mais je crois que c'est pas là où j'ai le plus appris. Ce que j'ai appris, c'est d'être dans un grand tout, quelqu'un qui est différent et décalé, et qui doit courir pour pas que les autres s'en aperçoivent. Oui, enfin, c'est quand même assez darwinien, quoi. Enfin, tu dis tout le monde était très bienveillant, etc. Enfin, on va raconter un peu l'histoire, parce que c'est en ça où cette histoire est très, très intéressante. C'est qu'elle raconte quand même une forme d'ambiance. C'est quand même darwinien. Tu dois y arriver, quand même. Ah, oui. Voilà, en fait, une petite entreprise, elle est quand même sous la pression de... Combien? Parce qu'alors tu restes très vague, on comprend pourquoi d'ailleurs, hein, parce que tu fais des portraits, etc. Donc tu restes très très vague sur quelle était cette entreprise, etc. Bon, on ne sait pas quelle est cette entreprise, mais il y avait à peu près combien de collaborateurs à l'intérieur? Il y a une centaine de personnes qui interagissent, mais toutes ne sont pas formellement des collaborateurs, parce que c'est un univers dans lequel on croise énormément de freelance, qui était d'ailleurs aussi l'univers du conseil. Hein. Ouais. C'est à la fois un incubateur de start-up et aussi fait du conseil, puisque en fait la caractéristique d'un incubateur de start-up, c'est que non seulement il fait grandir les petites entreprises, mais il fascine aussi les plus grandes. Et il y a beaucoup de présidents ou de DG de grands groupes, en fait, qui veulent fabriquer la même chose au sein de leur entreprise et qui demandent à cet incubateur de leur faire grandir leur propre troupe dans le cadre de démarches d'entrepreneuriat. Et donc, c'est aussi ça, c'est à ça aussi que j'ai participé. Donc, je reviens sur ce que tu disais, c'est magnifique, parce que c'est même presque un concentré de la civilisation, c'est-à-dire au début, tu sais faire quelque chose, et à la fin, tu sais plus rien faire. Ça veut dire que tout ce dont on parle dans les grands groupes, mais sans vraiment que ça démarre, de mentoring inversé, de temps en temps quand même, que les membres du COMEX se retournent s'asseoir au milieu des troupes, etc., c'est pas de... Enfin, il faut le faire. C'est ta conviction ou... Oui, ma conviction, c'est qu'en fait, ce sont dans les petites choses de la vie quotidienne que se logent les grandes transformations. Et quand on est membre d'un comité exécutif, on ne voit que les gros traits et la stratégie. Et on ne mesure pas que pendant le temps qui passe, les pratiques quotidiennes changent. D'ailleurs, la preuve en ce moment avec le Covid, ce sont les gens qui sont au contact des clients ou au contact des collaborateurs qui voient à quel point le service qui est rendu de manière différente. Ce n'est pas ceux qui sont dans les bureaux qui se rendent compte de ça. Et donc, quand on est dans une entreprise et que le numérique nous fracasse, on n'a pas forcément conscience de jusqu'où ça va dans le quotidien des collaborateurs. Ceux qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas s'en servir. Et moi, j'ai vu... Et comment on fait pour résoudre ce problème? Je pense que je suis assez contente d'avoir fait cette expérience parce que je pense que ça fait partie des expériences que d'autres pourraient faire. D'ailleurs, dans mon quotidien aujourd'hui, j'accompagne des dirigeants qui, en fait, se rendent compte qu'il est nécessaire de manager autrement pour emmener leurs équipes, en fait, dans un monde émergent. Il y a clairement un discours d'authenticité à avoir et il y a clairement une responsabilité des dirigeants de dire « je sais pas ». Parce que quand on dit « je sais pas », on donne la possibilité à quelqu'un de vous aider. Et je pense que c'est très important dans un univers qui est en train de bouger comme ça, que tout le monde contribue
à modifier le modèle. Parce que, quand même, quand tu dis... Alors, juste un mot là-dessus, parce qu'on va retourner sur la start-up, c'est quand même ça le sujet. Non, je suis un peu perturbé quand tu dis... parce que c'est un discours que j'entends beaucoup et que je conteste. Quand on arrive tout en haut, on ne sait plus rien faire. Non, j'entends beaucoup des chefs d'entreprise que je respecte beaucoup. Le patron d'une PME, etc., qui dit « Mais ces managers des grands groupes, on s'en fout, c'est pas eux qui sont importants. » Si, les gars, c'est eux qui sont importants. C'est-à-dire, savoir quand même piloter une entreprise qui fait 20, 30, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ne savoir rien faire quand même, Bénédicte. Non, mais c'est clair. C'est assurer la croissance du pays et l'emploi de centaines de milliers de personnes. Oui, et je crois que j'ai su faire ça. Cette blague, voilà. Et par ailleurs... Pardon, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais par ailleurs, il faut pas laisser penser que la manière de diriger ne change pas. Et j'ai la conviction que les cycles se sont raccourcis, c'est-à-dire ce qu'on attend des dirigeants, c'est qu'ils soient capables de projeter des visions et des ambitions, sans doute à plus long terme, et dans le même temps de raccourcir les cycles. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on voyait plutôt avant, c'est-à-dire des cycles à 3 ans avec des budgets, aujourd'hui, on travaille presque comme en start-up avec des cycles qui se raccourcissent. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai apprises en travaillant dans la team, ou de savoir très bien observer les gens, parce qu'en fait, les clients n'expriment pas d'attente, mais c'est parce qu'on les voit se galérer avec un service qu'on leur rend, qu'on a des intuitions sur les transformations de produits ou de services qu'on doit leur proposer. Donc, je ne dis pas que les dirigeants sont inutiles, je l'ai été pendant longtemps. Je dis simplement que ça ne suffit plus et que la stratégie et l'exécution sont mêlées. Et donc, quand on divise la stratégie et l'exécution, on court le risque en fait de déraper par rapport à une exécution qui est différente. Je dis juste ça et je pense que ça, c'est très important. Alors, un autre point, je te bouscule un tout petit peu parce que le temps tourne vite, Bénédicte. Un autre point que j'ai... toute idée ou projet nouveau y est accueilli par un trop cool. Il est fascinant de vivre dans un univers dans lequel chaque projet est a priori considéré comme une bonne idée. Ça, pour moi, ça a été exceptionnel. C'est formidable. De découvrir ça, de retrouver ça. Et je ne sais pas depuis combien d'années, je n'avais pas vraiment eu ça. C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai passé ma vie à essayer d'embarquer des gens, à être peut-être parfois à surjouer l'enthousiasme, l'énergie. Sur des projets de transformation qui sont indispensables. Voilà. Et là, par défaut, tout est cool. Alors après, évidemment, parfois, il faut creuser. Et puis les bonnes idées, on sait que c'est 10% du boulot. Après, il faut mettre en œuvre l'idée. C'est ça qui compte. Ouais. Et c'est ça que j'ai aussi appris à faire. C'est-à-dire, le diable est dans les détails. On vient de s'en dire un mot. Mais c'est vrai qu'avoir des gens enthousiastes, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ils sont choisis pour ça. C'est-à-dire que finalement, moi aussi, j'ai participé à des recrutements. On ne prend pas les gens parce qu'ils viennent, sortent d'une école ou d'une autre. Ça rassure parce que ça dit qu'ils savent apprendre, mais c'est pas suffisant. Et voire, on préfère avoir des gens enthousiastes qui vont savoir apprendre, mais qui ont eu des expériences, qui ont démontré en fait leur capacité à se débrouiller. Et ça c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment une expérience inouïe d'avoir des gens qui ont envie. Enfin, voilà. Et alors, quand tu dis renoncer aux enjeux de pouvoir, parce qu'on va basculer maintenant sur le dark side quand même, parce que à un moment, combien de temps t'es resté? 2 ans? 2 ans. 2 ans. Et à un moment, t'en as marre, quoi. Bon, on peut le dire. Enfin, tu l'écris, hein. Oui, voilà. Je l'écris parce qu'à un moment, je me dis, mais en fait, je vois la boîte grandir. Je vois qu'elle s'expose à des risques qui sont liés à sa croissance. Et je vois que ces risques, pour le coup, je suis capable d'anticiper ce que ça va produire. Et donc, j'ai envie de m'en mêler. Or, le problème, c'est que je ne sais pas m'en mêler en ne dirigeant pas. Et être à côté sans être aux commandes, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et je crois que les fondateurs ne mesurent pas que je peux éventuellement les aider, ou sans doute ne savent-ils pas comment me demander de le faire. Enfin, en tout cas, on est dans un petit jeu compliqué. Et là, je me dis, en fait, voilà, je crois que c'est terminé. Je vais plus pouvoir continuer. Surtout, je vais me retrouver dans la situation de 2 ans avant. C'est-à-dire, si je commence à râler, à perdre mon enthousiasme, c'est moi qui vais les empoisonner. Oui, mais tu mets quand même le doigt sur une fragilité qui est que ces jeunes gars qui réussissent très très vite, c'est très compliqué. Tu sais, Bénédicte, quand on s'est rencontrés la première fois, je disais que j'allais le raconter, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était Guillaume Pépi à l'époque, patron de la SNCF, et il recevait Xavier Niel devant un parterre de jeunes entrepreneurs. Je me souviens très bien.
Et il y a un jeune gars qui se lève, dont je n'avais jamais entendu parler. Bonjour, je m'appelle... Donc c'était il y a plusieurs années, hein, les amis. Je m'appelle Frédéric Mazzella, patron de Blablacar. Jamais entendu parler. Xavier Niel, il démarrait tout juste. Comment est-ce qu'on maintient la capacité d'innovation une fois qu'on a 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires? Je lui disais, waouh! C'est-à-dire, le gars, il avait compris un truc, et c'est pas par hasard derrière si Blablacar devient Blablacar, que la vérité de la start-up peut pas être ensuite la vérité de l'entreprise qui commence à se structurer. Mais clairement, c'est-à-dire que passer du kilomètre 0 au kilomètre 1, ça demande une énergie incroyable. Mais passer du kilomètre 1 au kilomètre 10 et ensuite du kilomètre 10 au kilomètre 100, c'est d'autres compétences. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que ça suppose éventuellement de faire rentrer dans l'entreprise des gens qui n'ont pas la même culture. Quelqu'un qui va venir d'un cabinet de stratégie, par exemple, pour mettre la compta au carré, ou pour... ou un directeur général qui va diriger sa boîte comme un directeur général. Exactement, voilà, tout à fait. Et qui, du coup, va frustrer les gens qui sont là depuis le début et qui auraient bien voulu grandir avec l'entreprise, ou bien qui va, dans sa manière de faire, abîmer cette fameuse culture et cet enthousiasme natif de l'entreprise. Et ce passage, cette transformation, ce passage d'une phase dans une autre, je trouve que c'est extrêmement critique et très intéressant. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir vu tout ça depuis l'intérieur. Tu dis d'un mot que quand même l'égalité professionnelle, oui, alors entreprise à mission, tout ça, machin, oui, ça, ils sont tous à fond dedans. Égalité professionnelle, pas sûr, voilà. C'est-à-dire, en fait, le monde de la start-up, c'est un monde où on monte ses biscottos. Ouais. Frontière ténue, alors c'est pas de toi ça, mais j'ai noté ça, frontière ténue entre engagement total et management toxique. J'aime bien cette phrase. En fait, le management n'a pas bonne presse, c'est-à-dire que... Mais tu disais, on monte ses biscottos. On monte ses biscottos, et puis il y a cette espèce de fameuse phrase, fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant avant de savoir faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très féminin. C'est-à-dire que, ça valorise plutôt des cultures masculines, des cultures guerrières. Et pour avoir beaucoup écouté les filles dans cet univers, ce que j'ai constaté, c'est que ça les mettait mal à l'aise. Et donc, le risque, c'est d'avoir une répartition des rôles avec des rôles business confiés aux garçons, et puis les rôles soutien, support, RH, aux filles, c'est-à-dire la reproduction d'un modèle qu'on retrouve dans les grands groupes et qui est à nouveau à l'œuvre dans les startups sans forcément que quelqu'un s'en aperçoive. Et j'ai beaucoup de respect pour un type qui s'appelle Anthony Babkin, qui d'ailleurs a lu mon livre avant les autres et qui a mis la gentillesse de mettre un petit mot. Il dit le problème des startups, c'est qu'elles n'ont pas de culture de la diversité. En fait, elles n'ont pas les moyens d'avoir une politique RH, et donc, elles sont pas à l'image de la société. Et d'ailleurs, il n'y a que 2,4% dans les startups de personnel qui a plus de 55 ans. On va terminer avec une phrase, Bénédicte, qui pourrait être un slogan pour Bismarck. Peut-être que je te demanderai de nous le piquer un jour. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui savent arracher au néant le projet qui deviendra leur entreprise. Ils méritent la fascination que l'on peut avoir pour eux. Ouais. Arracher au néant, c'est ça un entrepreneur. Absolument. Et on peut chapeau pour cette on phrase. Peut leur donner, on peut leur faire un coup de chapeau en ce moment, on peut leur particulièrement donner crédit pour tout ça, absolument. Ça s'appelle La Team, les amis. Bénédicte Tilloy, donc, qui était notre invitée sur Bismart.